Europe 1, Christophe Ondelatte. Je vous ai raconté en 2 épisodes l'histoire effroyable du tueur en série Émile Louis. Vous les trouverez en podcast. Voici, concernant cette affaire, un autre regard. Et quel regard! Celui de la fille d'Émile Louis, Marilyn Vinet. Un récit que j'ai tiré de son livre paru en 2003 chez Michel Lafon, « Être la fille d'Émile Louis ». La réalisation est signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Sur mon cœur pèsent des décennies de silence, des décennies de secrets, de douleurs et de honte. Je suis né dans une région de brume parmi des hommes et des femmes de secrets. Je suis celle que personne ne voudrait être, pour rien au monde. Je suis la chair de la bête. Je suis la fille d'Émile Louis. Je me suis tue pendant plus de 40 ans. J'ignore ce qui se serait passé si j'avais parlé plus tôt. J'avais fait à ma mère le serment de me taire. Il ne fallait pas que ça sorte de la famille. Ce serment était un piège. C'était un nœud coulant autour de mon cou. J'étais enterrée vivante. Mes parents se sont trouvés en 1953 à Pontigny, une petite bourgade de Lyon. Maman avait 18 ans, elle travaillait comme bonne à tout faire chez un couple d'épiciers. Elle a d'abord fréquenté un Saint-Cyrien, mais il avait 6 ou 7 ans de plus qu'elle, alors elle a hésité. Et c'est à ce moment-là qu'elle a rencontré Émile Louis. Il venait de débarquer du porte-avions à Romanche, auréolé du prestige de celui qui rentre d'Indochine. Il était en permission chez ses parents nourriciers. Bref, il portait l'uniforme. Et il était séduisant. Parlons de lui, Émile justement. Il a été placé à l'âge de 3 semaines dans une famille d'accueil. Et l'assistance lui a donné 3 prénoms en guise de passeport. Alors nous l'avons appelé Émile Michel Louis. Jusqu'à l'âge de 15 ans, il a cru que c'était sa famille naturelle. Et puis il a découvert que ceux qu'il considérait comme ses parents ne l'étaient pas. Et moi je peux comprendre que ça a eu une influence sur lui, au point de modifier son comportement en profondeur. Je peux le comprendre. Il détestait ses parents naturels. C'est une salope qui m'a abandonné. Apparemment, Émile a toujours été un enfant difficile, même à l'école, où il paraît qu'il était un élève très médiocre. Vers ses 15 ans, son père adoptif, qui était maçon et à ses heures fossoyeur, a tenté de lui apprendre le métier. « Viens donc avec moi au cimetière. Tu vas m'aider à faire le trou. » À cette époque, il est accusé d'avoir mis le feu à un entrepôt de paille. Et il nie. « J'ai pris la décision de vous envoyer dans une maison de redressement, jeune homme. » J'ai entendu dire qu'il était aussi passé par un hôpital psychiatrique. Maman, maintenant. Elle a été une enfant martyre. Sa mère la battait tous les jours et ça explique beaucoup de choses. Ça explique son acceptation de la vie qu'Émile lui a fait mener. Bref, quand ils se sont mariés, 2 misères s'unissaient. Pour le meilleur et surtout pour le pire. Mon père commence à frapper maman dans les mois qui suivent leur mariage. Et elle accepte, sans réagir. Pourquoi ? C'est un mystère épouvantable. Moi, je nais en avril 1956, et dans la foulée, un par an, arrive une sœur et 2 frères. Le dernier, Bastien, Émile m'emmène le voir à la clinique, et quand on rentre à la maison, il me pousse dans la chambre. « Je vais te montrer comment on fait les bébés. » Je me remémore mal ce qui s'est passé. Sans doute parce que j'ai voulu oublier. Un souvenir précis surnage. Il introduit dans mon sexe un de mes jouets, un petit poupon de 3 ou 4 centimètres. J'ai 5 ans.
et je n'ose rien dire à ma mère. Mais je deviens une autre, moins gaie, en proie à des terreurs nocturnes et des insomnies. À partir de ce moment-là, je vis dans la crainte d'Émile. La crainte qu'Émile n'en ait pas fini avec moi. Et j'ai bien raison d'avoir peur. L'année suivante, Émile décide de m'amener tous les matins à l'école, en mobilette. Allez, monte! Mais très vite, je refuse de monter sur sa machine. Parce qu'à chaque fois qu'il s'arrête dans une rue, il me demande de baisser ma culotte. Chez nous, étonnamment, Noël a toujours été une trêve bénie, et même de bonheur. Jamais nous n'avons passé un mauvais Noël. C'est le seul moment, la veille et le jour même, où nous avons un papa merveilleux. Il prend plaisir à acheter nos jouets. 364 jours par an, il critique les repas de maman, mais jamais à Noël. Et il nous emmène à la messe de minuit. Vous voyez les enfants? Maintenant le petit Jésus est né. À Noël, il devient réellement un autre homme. Avec un bémol. Il glisse toujours dans les cadeaux un martinet tout neuf. Il dit que c'est pour rire. Mais c'est surtout pour s'en servir. Un soir, j'ai 11 ans. On est tous entassés, mes frères, ma sœur et moi, sur la banquette arrière de sa dauphine. Émile nous ramène à la maison. On arrive sur une place en plein centre-ville. Il freine, il ouvre la portière et il fait monter une jeune femme. Je comprends tout de suite qu'ils se connaissent. Ce n'est pas une enfant, hein. Elle doit avoir 20 ans. Une de ses maîtresses, j'en suis sûr. Je la ramène chez elle. C'est pas loin, c'est à quelques kilomètres d'ici. Et puis à un moment donné, il s'arrête à la lisière du bois de Saint-Florentin et il coupe le contact. Attendez-moi ici. Elle habite tout près derrière les arbres là. Je l'accompagne pour pas qu'il lui arrive quelque chose. Et il claque la portière sans se retourner. Je les vois qui entrent dans le bois et puis je les perds de vue. À l'arrière, les deux petits se mettent à pleurer et puis ils s'endorment. Et nous, avec mon frère Philippe, on attend. Et le temps passe. Bouge pas, Philippe. Je vais voir. Je sors de la voiture. Je pénètre dans le sous-bois. Et soudain, j'aperçois une lueur au loin. Je me dis, c'est la maison de la fille. Mais non. Ce sont deux grosses lampes. Je continue de m'approcher et là se déroule devant moi une scène de film d'épouvante. La fille est nue, immobile, attachée les bras en croix. Et Émile tient un couteau. Et il plante son couteau dans le corps de la fille et il l'éventre. J'ai dû faire du bruit en marchant, il m'a entendu et il se retourne. Si tu parles, si tu dis un seul mot de ce que t'as vu, j'en fais autant à ta mère, tu entends? C'est tout. Le reste est flou. C'est enfoui quelque part dans mon inconscient. Mais c'est bien verrouillé. Je ne sais plus comment nous retournons à la voiture et comment nous rentrons à la maison. Le trou noir. À partir de là, il se déchaîne. D'abord, il torture mes poupées. Je les retrouve pendues et lacérées à coups de lame de rasoir. Et puis, il nous impose le jeu du boucher. Donc vous êtes les cochons, hein? Et moi, je suis le boucher, d'accord? Il nous oblige à fuir à quatre pattes et lui, il nous poursuit en faisant mine d'avoir un couteau à la main. Et quand il nous attrape, il tire de toutes ses forces sur nos bras et sur nos jambes. Ça fait un mal atroce. Et puis il nous pince, parfois jusqu'au sang. Et puis il tire nos petits cheveux à la base de la nuque d'un coup sec. Et bientôt,
Il m'inflige une variante du supplice de la baignoire. Il plonge ma tête dans un lavabo rempli d'eau jusqu'à ce que je suffoque. Il pratique aussi le supplice de la fumée. Il m'emmène dans la cuisine. Il me fait asseoir les mains liées dans le dos et... il me souffle la fumée d'une cigarette au visage, jusqu'à ce que je sois au bord de l'évanouissement. En 1971, l'année de mes 15 ans, 3 enfants nous sont confiés par la DAS. Jacqueline Weiss et ses 2 frères. Émile se prend tout de suite d'affection pour Jacqueline. Il n'y en a plus que pour sa fifille, sa kikine, sa chouchoute. À tel point que nous, les gamins de la maison, nous nous demandons ce que nous faisons là. Elle l'accompagne partout. Et elle le considère comme son papa. Drôle de papa. Un jour, j'en ai marre de voir ma mère accepter ce petit jeu sans rien dire. Alors je vais la secouer. Tu trouves ça normal que Jacqueline soit toujours fourrée avec Émile? Tu sais, ses parents l'ont abandonnée. C'est comme si elle n'avait pas eu de père. Alors... Jacqueline a disparu 6 ans plus tard, en 1977, et 23 ans plus tard, Émile, lui, a avoué 7 meurtres dont le sien. On a retrouvé son squelette là où il l'avait dit. Maman et Émile m'ont trouvé un mari, sans m'en parler, sans me consulter. Je n'ai que 16 ans. Il s'appelle Albert, c'est un malgache de 22 ans, un militaire. Et il est noir. Et quand on connaît le racisme d'Émile, on pense qu'il a fait ça pour me punir. Mais maman ne lui trouve que des qualités. Maman, je refuse de me marier avec ça. Ma petite fille, je crois que t'as pas bien compris. Tu vas te marier avec ce garçon parce qu'avec ton physique, qu'est-ce que tu peux espérer d'autre ? Je résiste de toutes mes forces. Mais je suis piégé. Si je refuse, est-ce qu'il va pas me tuer moi aussi ? Émile sait que je suis son plus redoutable ennemi. Il sait que si je découvre qu'il s'en prend aux filles de la maison, ce qui s'est peut-être déjà produit, j'irai le dénoncer. Il faut que je trouve une porte de sortie. Et ce mariage arrangé en est une. Notre union est célébrée en 1973, j'ai 17 ans. Un mariage à tout casser, en robe blanche, avec cérémonie religieuse. Et la première nuit, Émile passe une partie de son temps, l'œil vissé au trou de notre serrure. Et le lendemain, il ne se gêne pas pour le faire savoir. Un jour, Émile me propose d'aller faire des courses à Auxerre. Une grande première. Si tu veux, je te dépose. Je te reprends plus tard. Qu'est-ce que t'en penses ? Un quart d'heure plus tard, Émile gare sa voiture dans le centre-ville. Et là, il me désigne un bistrot. Si on allait prendre quelque chose ? Au café ? Je n'en crois pas mes oreilles. Émile offre à boire à sa fille. J'aurais pas dû. Mais comment aurais-je pu imaginer ? Moi, je vais prendre une bière. Et toi, qu'est-ce que tu veux ? Une menthe à l'eau. Je vais aux toilettes. J'arrive. Quand je reviens, nos consommations sont servies. Allez, bois. Bois tout, l'été, on se déshydrate. Faut boire. Oh, le sirop de menthe a un goût dégueulasse. Pouah ! Très vite, je ne me sens pas très bien. Allez, viens. Je vais te ramener à la voiture. J'ai la sensation de m'enfoncer dans de la ouate. C'est irrésistible. Plus tard, Émile me fait descendre de voiture. Moi, je suis sans volonté, comme spectatrice de moi-même. C'est confus, hein ? Mais je me souviens qu'il m'entraîne vers un champ. Je me souviens qu'il me pousse dans une cabane. Combien de temps s'est-il écoulé avant que je me retrouve nu sur le sol ? Je sais pas. Ensuite, je sais qu'il me viole, d'abord avec des objets. Et après, il me laisse nu, bâillonné, les chevilles entravées et les mains liées dans le dos. Et il s'en va. Et la nuit tombe,
Je m'endors, et quand je rouvre les yeux, c'est le petit matin. Émile vient me chercher vers 6 heures du matin. Il me détache, je me rhabille. Dans la voiture, je suis là sans y être. L'effet de la drogue n'est pas complètement dissipé. Et puis soudain, il arrête la voiture devant la gendarmerie. Il me fait descendre et il redémarre. J'entre chez les gendarmes, je suis décoiffé, ma robe est déchirée, j'ai des traces de liens et quelques hématomes. Je leur dis que je suis marié, que je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je ne leur parle pas de viol. Je veux pas me faire traiter de salope. Je veux pas les entendre dire que je l'ai sans doute cherché. Un gendarme me raccompagne à la maison. Ah, te voilà enfin, salope. T'as trompé ton mari, hein? Je t'avais bien dit qu'elle s'était barrée avec un mec. T'as pas trompé ton mari, hein? T'entends? T'as pas trompé ton mari? Et là, maman se met à me cogner, et mon frère avec. Pourquoi est-ce que je parlerais? Elle ne me croirait pas. Un matin, j'avale des barbituriques. On m'emmène aux urgences et après dans un hôpital psychiatrique. Les visites sont interdites. Mais dès le premier jour, Émile débarque. Si tu ouvres ta gueule, ta mère, ouic. Et tous les jours, il vient s'assurer de ma docilité. Oh ben vous avez de la chance d'avoir un papa comme ça. Il vient vous voir tous les jours. Oh c'est rare, vous savez, c'est rare. Albert, mon mari, est militaire. Il a passé du temps à Djibouti, moi ça m'allait. Et puis il est rentré. Et ma mère rêve d'un bébé chocolat, comme elle dit. Mais comment ça se fait que t'es pas enceinte? Maman a découvert que je prenais la pilule depuis le début. Elle m'a accablé de reproches. Et Albert m'a flanqué 2 paires de gifles. J'aurais tant aimé que cet enfant soit le fruit de l'amour. Elle s'appelle Eugénie. Elle naît à Draguignan où Albert vient d'être muté. Et le jour même, Albert et ma mère se liguent pour me la voler. À ma sortie de la maternité, maman s'empare de ma petite Eugénie. Pas le droit de m'occuper d'elle, ni même de formuler un avis. Et pendant ce temps, pendant que maman est chez moi à Draguignan à s'occuper de ma fille, qui prend soin de Patrice et Céline, les 2 enfants que l'assistance a confiés à ma mère? Émile. Céline a 8 ans. Elle est blonde comme les blés, avec de beaux yeux bleus. Quand maman finit par rentrer à la maison, la petite a beaucoup changé. Oh ben tu te rends compte? Elle s'est mise à faire caca dans sa culotte, à son âge. Mais c'est pas normal, maman. T'es sûr qu'Émile lui a pas balancé 2-3 baffes alors qu'elle avait rien fait? Oh ben non, sûrement pas. Elle me l'aurait dit. Encore une fois, ma mère refuse de se poser des questions. Elle préfère l'aveuglement à la vérité. Et la vérité, je l'ai apprise 22 ans plus tard. Céline a été violée par Émile. 8 ans. Maman a commencé à recevoir des appels anonymes, des voix de femmes. Vous retrouverez vos enfants avec du barbelé autour du cou. On va les vitrioler. Eh oui. Émile a encore amené une gamine à la pêche. Et la gamine est rentrée blessée avec le cou lacéré par des barbelés. Les plaies de cette gamine de 13 ou 14 ans étaient si profondes qu'il a fallu l'emmener à l'hôpital. Encore une pupille de la DAS placée par la préfecture de la Seine. Encore et encore. Émile n'a pas été inquiété. La famille d'accueil n'a pas dit qu'elle était allée à la pêche avec lui. Depuis quelque temps, Émile a une liaison avec Germaine qui accompagne les enfants dans son bus. Tout le monde le sait.
Et il finit par quitter la maison pour vivre en concubinage avec elle. Maman souffre beaucoup. Est-ce qu'elle l'aime toujours? Oh, mais tout est la faute de cette femme. Émile, il y est pour rien. Cette femme, elle l'a entortillé, voilà tout. Il est complètement sous son emprise. Oh, ça se voit. Elle a raison. Germaine a de la poigne et les pieds sur terre. Si j'en crois Émile, même au lit, elle décide de tout. Du quand, du comment et du combien de fois. Il ne peut pas se livrer sur elle à ses habituelles manies perverses. Est-ce que ça n'est pas cette frustration qui l'a fait basculer dans sa folie meurtrière? 6 disparitions se sont produites l'année où Émile a quitté la maison pour vivre avec elle, et 3 autres avant sa séparation avec Germaine. Et le plus troublant, c'est qu'après chaque disparition, Émile va voir maman. Elle prétend qu'elle a coupé les ponts, mais elle le reçoit à la maison. Et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'elle en sait beaucoup plus long sur Émile qu'elle ne l'avoue. Est-ce qu'elle aurait pu parler? Oui, mais elle était trop préoccupée par le qu'en dira-t-on. Elle a préféré le silence au déshonneur. La séparation avec mon mari, Albert, est houleuse. Quand elle m'entend prononcer le mot divorce, maman prend le parti d'Albert. La procédure dure 2 ans, et pendant 2 ans, maman refuse de me rendre génie. Durant ces années difficiles, je rencontre Bernard. Il est calme, il est modéré, il est solide, il est de bons conseils, il est plein d'humour. Et au fil du temps, notre amitié devient amoureuse. À dater de ce moment, je m'efforce de ne penser qu'à l'avenir. Mais les échos du drame de Lyon me rejettent dans le passé. Toutes ces choses qui ne devaient pas sortir de la famille et qui se retrouvent déversées sur la place publique. Le 5 juillet 1981, le corps d'une femme nue est découvert sous un tas de fumier dans un hangar agricole du Rouvray. Ce corps sera identifié comme celui de Sylviane Durand-Lesage. Sylviane avait été placée dans son enfance chez Germaine, la concubine d'Émile. Et des témoins ont dit qu'ils avaient vu Émile avec elle, souvent. En décembre 1981, il est donc interpellé et placé en garde à vue et inculpé d'homicide involontaire et écroué. À cette occasion, les gendarmes procèdent au recensement des autres filles disparues dans la région d'Auxerre. Ils établissent une liste de 7 noms, toutes déficientes mentales, toutes pupilles ou anciennes pupilles de l'État. Jusque-là, on ne les avait jamais cherchées. Et Émile, qui les transportait en bus de leur famille d'accueil jusqu'à l'Institut médico-éducatif de Gratry, est le point commun de leur disparition. Les gendarmes me demandent « Selon vous, madame, est-ce que votre père est capable de tuer ?» Je connais la réponse. Elle m'a été donnée quand j'avais 11 ans dans ce petit bois de Saint-Florentin. Cette malheureuse éventrée sous mes yeux. Mais je me ressaisis. Je m'accroche à l'idée que mon père n'est pas capable d'une telle monstruosité. Je crois pas que mon père soit capable de tuer. Il est capable de bien des choses. Mais peut-être pas de tuer. Au fond de moi, je sais que c'est faux. C'est un grand malade, peut-être irresponsable, mais sans doute un psychopathe infiniment dangereux. Pourquoi est-ce que je ne dis pas ce que je pense? Pourquoi? Parce que j'ai donné ma parole à maman. Et que je la tiens. Parce qu'elle nous a demandé de nous serrer les coudes. Et que je le fais. Et puis, je suis incapable aujourd'hui de faire face à cette responsabilité énorme qui consiste à accabler mon père.
Je sors d'un combat pour échapper à l'emprise de ma famille et pour récupérer ma fille. Je ne peux pas supporter la charge morale d'une accusation contre Émile. Je sors de l'enfer. Je commence à peine à vivre une vie normale. Ça serait trop me demander. Beaucoup trop. Je vais voir Émile en prison au tout début de son incarcération, en janvier 1982. Je veux entendre ses explications. On se parle séparés par un hygiaphone, une cloison en verre. Et il se met à pleurer, à se lamenter. Je suis la victime innocente d'une machination. C'est Germaine. Elle veut se débarrasser de moi. Elle a inventé tout ça. Et pourtant, moi, je dis pas ce qu'elle a fait au gamin, hein, Germaine. J'ai eu tort de lui rendre visite. Je l'ai cherché en vain. Je n'ai plus pour lui la moindre pitié. Et quant à moi, j'ai suffisamment honte de lui pour ne pas avoir de surcroît honte de moi. J'ai tiré ce récit du livre de Marilyn Vinet chez Michel Lafon, Être la fille d'Émile Louis. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.